Bonjour à tous. Merci de vous être connectés sur ce café guichet vert avec pour thème le numérique responsable. Réseco et Résoc de l'Occitanie sont heureux de vous convier et de vous voir participer à ce webinaire. Pour rappel, ce webinaire est enregistré. Nous vous remercions aussi de bien vouloir éteindre vos micros pour le confort de tous. Et le chat est disponible si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez des précisions. On suit le chat pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je passe maintenant la parole à Juliette Moiseau, chef de bureau des produits et de la consommation durable au Commissariat général du développement durable. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'introduire ce café guichet vert par quelques mots peut-être d'introduction et de mise en perspective sur le plan national des achats durables, puisque c'est bien dans le cadre de ce plan qu'on se retrouve ce matin. Donc, le plan national des achats durables qui a été adopté en 2022 vise à accompagner tous les acheteurs publics, mais aussi les acheteurs privés, élus, décideurs, fournisseurs, pour atteindre les objectifs fixés aux acheteurs publics par la loi climat et résilience. Je vous les rappelle, même si j'imagine que vous les connaissez. Donc, un objectif de 100% de considération environnementale dans les contrats publics en 2025, et puis aussi 30% de considération sociale. C'est des objectifs ambitieux, bien évidemment, mais qui visent à nous permettre d'atteindre nos objectifs de transition écologique. Alors, pour aider les acheteurs publics, donc on a mis en place plusieurs outils dans le cadre du plan national des achats durables. Et l'un de ces principaux outils, c'est le dispositif des guichets verts. Donc, je vais vous dire juste quelques petits mots en introduction avant que vous plongiez dans le sujet du numérique responsable. Donc, les guichets verts, qu'est-ce que c'est? Alors, vous les avez affichés sur cette belle carte de France métropolitaine et outre-mer. C'est un service gratuit de conseil aux acheteurs soumis au Code de la commande publique. Un conseil qu'on appelle de premier niveau, c'est-à-dire assez simple, d'1 heure maximale, et donc qui est porté par différents réseaux régionaux avec le soutien du ministère de la Transition écologique. Donc, c'est vraiment un conseil de proximité qui est ancré dans les territoires. Donc, vous en avez plusieurs qui sont représentés aujourd'hui. Ils font vraiment un travail formidable, je tiens à le souligner. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des guichets verts. Donc, ça fait 1 an qu'ils sont en activité. Et donc, le but, c'est vraiment, voilà, vous les appelez avec une question, un questionnement sur un type de marché public et ils peuvent vous donner un premier conseil, un premier niveau d'accompagnement. Ça peut être vous donner la référence d'un guide, une référence réglementaire, voilà, vous mettre en relation avec d'autres acteurs qui rencontrent les mêmes problématiques. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter pour différents types de questionnements. Alors, petite précision, c'est évidemment pas une prestation de conseil juridique, c'est une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous avez tout le cadrage qui est rappelé dans la charte du guichet vert à laquelle vous pouvez accéder. Mais bien sûr, c'est toute une série de petits conseils qui peuvent vous aider à démarrer. Voilà, quand vous ne savez pas tellement par quel bout commencer pour insérer des considérations environnementales dans vos marchés. Donc, vous avez affiché à l'écran le formulaire de saisie unique du guichet vert, c'est-à-dire où que vous vous trouviez en France métropolitaine ou outre-mer, vous pouvez utiliser ce formulaire pour contacter les guichets verts et être accompagné. Donc, encore une fois, c'est un conseil gratuit, ancré dans les territoires. N'hésitez pas à les solliciter, ils seront ravis de vous accompagner et encore une fois, vraiment un travail formidable réalisé depuis maintenant 1 an. Un grand merci à eux, notamment pour l'organisation de ce café guichet vert et je leur passe la parole pour poursuivre le webinaire. Merci beaucoup. Merci Juliette. Je passe la parole à Patricia pour nous présenter Réseco. Bonjour, Patricia Bodin, je suis l'animatrice du dispositif guichet vert pour l'association Réseco. Réseco, c'est une association qui existe depuis 2006, qui couvre 3 territoires, 3 régions, la Bretagne, la Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, environ 140 adhérents, avec une volonté de travailler avec un binôme agent élu. Parce qu'une commande publique durable, pour qu'elle puisse se mettre en place, il est important qu'elle soit soutenue par un portage politique et aussi mise en œuvre d'un point de vue technique.
Nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées réservées à nos adhérents, mais il y a également beaucoup d'outils disponibles, ouverts à tous. Donc, il ne faut pas hésiter à venir consulter notre site internet. Il y a entre autres des webinaires de sensibilisation à la commande publique durable. Un collègue anime régulièrement une action de formation de 2 jours sur les territoires que nous couvrons. Vous avez bien évidemment également sur le site le lien vers le formulaire guichet vert dont vous parlait Madame Moiseau, et également le lien vers la REF qui est un outil de référencement réglementaire sur la commande publique durable, une action aussi qui s'inscrit dans le PNAD et qui vous permet en quelques clics de pouvoir survoler tout le cadre réglementaire en lien avec la famille d'achat que vous sélectionnez et en lien avec la structure qui porte ce projet d'achat. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn et Twitter. Vous présentez maintenant le réseau régional RESOC. Donc RESOC, comme les Réséco et le réseau régional, mais pour l'Occitanie, avec un objet commun qui est l'appui de montée en compétences pour tous les acheteurs de la commande publique durable, un peu comme l'a présenté tout à l'heure Juliette, donc je ne reviens pas là-dessus, mais on est vraiment à la croisée pour des considérations environnementales, économiques et sociales. Nos missions sont diverses, de la sensibilisation, formation, des journées techniques, de l'outillage. Il y a en lien effectivement sur notre site à venir les différents outils communs à l'interréseau, puis les outils que développe RESOC, des groupes de travail sur des thématiques choisies par les membres de RESOC. Alors, nous, on n'a pas l'ancienneté de Réséco, on est un réseau naissant. Nous fêtons aussi nos 1 an avec ce guichet vert, puisqu'on a pris ce réseau régional avec le guichet vert l'année dernière. Et donc après, nous sommes coordonnés, tout comme Réséco, par le Commissariat général du développement durable, comme l'a aussi précisé Juliette tout à l'heure. Donc vraiment, ce réseau est propre à l'Occitanie avec ses outils, ses thématiques validées par ses membres, peut-être propres à son territoire, mais avec une coordination nationale qui permet de mutualiser aussi, comme aujourd'hui, des cafés guichets verts ou des outils développés par les réseaux. Et c'est vraiment ça aussi la force de cet interréseau. Donc, RESOC sera heureux de vous accueillir parmi ses membres. Si jamais vous n'en faites pas partie, n'hésitez pas à aller voir la page web aussi qui vous permettra d'avoir toutes les informations. Merci. Et nous allons poursuivre avec le contexte du numérique responsable pour pouvoir maintenant centrer notre thématique du numérique responsable de ce café guichet vert. Merci Blandine. Un petit rappel assez rapide puisque la thématique du numérique a été évoquée assez régulièrement ces derniers mois, ces dernières années par différents groupes experts, webinaires, etc., etc. Juste rappeler que le numérique, il a un impact social de par les conditions de travail des salariés qui interviennent sur les extractions des matières premières. On parle aussi souvent de fracture numérique et entre autres en France. Mais le numérique, il a aussi un impact environnemental fort, avec un poids sur l'émission des gaz à effet de serre qui est, comme le démontrent les graphiques, très important au moment de la fabrication, mais également sur la partie terminaux en termes d'exploitation, puisque ça représente 79% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, se rajoute également un constat de raréfaction, voire d'épuisement de certaines matières premières nécessaires à la fabrication. On pense au cuivre, on pense au tantal. Ça veut dire que demain et dans les années à venir, le numérique devra être repensé pour pouvoir s'adapter et continuer à apporter des services tout en économisant au maximum l'impact social et l'impact environnemental. Merci Patricia pour l'impact du numérique. On va revenir sur un contexte réglementaire qui évolue sans cesse. Je passe la parole à Florian. Merci Blandine, bonjour à tous, je suis Florian Attard auprès de RESOC en Occitanie et on va voir le
le cadre réglementaire de notre thème aujourd'hui, et on commence tout de suite avec la loi AGEC de 2020. Donc, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont le but est de venir accélérer le changement de mode de production et limiter notamment notre prélèvement sur les ressources naturelles. Alors, plusieurs articles nous intéressent ici. Tout d'abord, l'article 55, qui indique dès le 1er janvier 2021 pour l'État, les collectivités et leurs groupements, eh bien, quelques consignes comme par exemple réduire la consommation de plastique à usage unique, limiter la production de déchets, privilégier le réemploi et la réutilisation. Et un point encore qui nous intéresse particulièrement ici, c'est lors de l'acquisition de logiciels, avoir recours à des logiciels dont la conception va permettre de limiter la consommation énergétique liée à leur utilisation. Autre article de cette loi qui nous intéresse ici, c'est l'article 58. Alors, on le connaît plus puisqu'il concerne de nombreuses familles d'achats. Pour les achats de fournitures, les acheteurs ont l'obligation d'intégrer une part de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou comprenant des matières recyclées. En fait, c'est une obligation qui s'applique en pourcentage du montant total de la dépense consacrée à l'achat pour une famille de produits donnés et au cours d'une année. Alors, je prends un exemple. On a un décret d'application de mars 2021 qui nous indique ces taux à respecter. Dans notre thème, par exemple, si l'on souhaite acquérir des ordinateurs, on a une famille de produits matériels informatiques avec ordinateur de bureau, ordinateur portable, par exemple, eh bien, on sait qu'on devra respecter un minimum de 20% de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Par exemple, pour un montant annuel d'achat de matériel comme ça de 10 000 €, on aura 2 000 € orientés vers ce type de produit. Un rapport loi AGEC, et notamment sur cet article 58, a été produit, et donc une évolution de la loi est à attendre. Deuxième texte qui nous intéresse ici, c'est la loi Rennes de 2021. Alors, sur plusieurs axes, tout d'abord, le premier, c'est qu'elle vient renforcer la loi AGEC sur le rallongement de la durée de vie des produits. D'abord en interdisant aux fabricants l'obsolescence matérielle et logicielle, et pour les achats publics, en demandant la prise en compte de l'indice de réparabilité. On le connaît au quotidien, cet indice, sur les familles de produits pour lesquels il existe, puisqu'on le côtoie en tant que particulier. Et puis, en exigeant dès 2026 de passer à l'indice de durabilité, donc plus exigeant puisqu'il ajoute des critères pour évaluer la qualité de conception du produit, sa capacité à durer dans le temps, et donc forcément à éviter un nouvel achat. Deuxième axe qui nous intéresse ici, c'est de favoriser le réemploi et la réutilisation, et on le retrouve à travers l'article 16 de cette loi, qui nous dit que les anciens équipements informatiques de l'État ou des collectivités doivent être orientés vers le réemploi et la réutilisation. C'est une obligation qui s'impose aux équipements de moins de 10 ans, puisqu'au-delà, on va les orienter vers le recyclage. Alors, le décret 2023 que vous avez à l'écran, c'est le décret d'application de cet article 16 qui nous précise les modalités. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, ces matériels informatiques réformés pourront être cédés à une autre personne publique, par exemple, ou bien proposés aux dons au personnel de ces personnes publiques, ou encore à des associations, des fondations. Les modalités sont précisées dans le décret, et des objectifs annuels sont à respecter. 25% pour 2023, 35% pour 2024 et 50% pour 2025. C'est-à-dire que sur l'ensemble de vos matériels informatiques réformés, par exemple pour 2023, 25% doivent être cédés de la manière dont on vient de voir. Pour rappel, ces objectifs concernent bien le matériel informatique réformé et non les acquisitions qui, elles, sont visées par la loi AGEC. Merci. On va passer au retour d'expérience. Nous allons faire témoigner deux structures sur des bonnes pratiques du numérique et de leur sollicitation passées par le biais du guichet vert. Bonjour Sandrine Marc. Oui, Sandrine Marc de Blagnac. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est très bien, c'est parfait, merci. Oui, bonjour Sandrine Marc. Donc, je suis responsable des marchés publics de la ville de Blagnac. Alors, c'est une ville de la métropole toulousaine, donc on appartient au RESOC. C'est une ville qui compte 27 000 habitants
et qui est assez caractérisé par le dynamisme économique, parce que c'est la capitale européenne de l'aéronautique. Il y a par exemple le siège d'Airbus et d'ATR. Il y a plus de 2400 entreprises et commerces sur le territoire. On a également un aéroport. Donc, il y a une réelle dynamique dans cette ville. Du coup, à la mairie de Blagnac, sont portés de nombreux services sportifs, culturels, sociaux. Il y a un engagement pour avoir des structures de qualité, ce qui fait qu'on dispose d'un budget assez atypique pour notre strate de communes. On a un budget environ moyen de 100 millions d'euros, où les achats vont représenter 30 à 40 millions d'euros. Et au sein de ces achats, dans la politique de la ville, la promotion des achats responsables est un pilier important. Donc, de par mes fonctions en marché public, très régulièrement, nous sommes amenés à nous interroger sur l'opportunité du développement durable et nous interroger sur les possibilités. C'est en ce sens que je sollicite, moi, très régulièrement le guichet vert. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous témoigner d'une de mes dernières sollicitations sur un de nos marchés d'impression, de support d'impression. Alors effectivement, côté guichet vert, on a reçu cette question de la ville de Blagnac qui nous demandait donc, pour un marché d'impression support de communication 2 éléments principaux. Tout d'abord, les assister sur les considérations intégrées dans leur cadre de réponse technique à destination des entreprises et également sur la question du label Imprime Vert et si c'était préjudiciable à la concurrence. Merci. Si tu veux passer la diapo suivante. Donc, en fait, pour vous présenter rapidement, le marché sur lequel j'ai sollicité l'aide, le conseil du guichet vert. Donc, c'est un marché d'impression décomposé en 3 lots pour couvrir tous les besoins de communication de la ville, dans lequel on envisage un critère développement durable sur 10%. Donc, dans le cadre de ma sollicitation, en général, chez nous, le guichet vert nous répond avec une note qui se présente sur, on va dire, 5 à 7 pages, suivant le contenu de la réponse à apporter. C'est une note dans laquelle il y a un petit rappel du rôle du guichet vert. Il pose le cadre réglementaire. Il nous donne des liens utiles vers des ressources utiles dans le secteur, ce que moi j'apprécie beaucoup. Parce que suivant le niveau de maturité du dossier, je vais les partager avec les différents acheteurs de la ville. Et surtout, il me propose les réflexions envisageables sur le dossier en cours. Sur la réponse qui m'a été apportée, du moins les réflexions qui m'ont été proposées, c'est tout d'abord dans la phase de conception des supports de com, de réfléchir à l'éco-conception. Donc effectivement, ces aspects-là, on en échange avec notre service de communication qui est quand même assez positionné sur toutes ces questions dans tous leurs documents de communication, y compris de communication numérique, dans l'utilisation de la conception du site internet de la ville, par exemple. Et il faut reconnaître aussi qu'une de nos actions les plus importantes aussi, c'est d'essayer de réduire les quantités de documents imprimés, d'essayer de revoir les modes de distribution et de contenir aussi les quantités de documents imprimés. Sur la partie utilisation et transport, donc là, vous me conseillez, par exemple, d'utiliser des papiers recyclés, labellisés. Alors, effectivement, dans ce dossier, on a décidé d'imposer des papiers issus de forêts gérées durablement. Et sur de nombreux supports, on va être sur des papiers recyclés. Pas sur tous, pour être très honnête, mais sur la grande majorité de nos supports. On a également retenu de demander aux sociétés des éléments sur le routage, sur l'utilisation des encres également, ainsi que des procédés d'impression. C'est un domaine assez technique, il existe plusieurs procédés, notamment des procédés qui peuvent être assez polluants du fait du développement des plaques et des produits utilisés. Et enfin, en fin de vie, surtout dans ce domaine-là, il y a de nombreuses questions sur la gestion des déchets, la gestion des produits utilisés pour
pour réaliser tous les divers supports. Finalement, les choix que nous avons retenus, c'est d'imposer le label Imprime Vert. Alors moi, j'avais quand même été un peu plus éloignée de ces questions-là, l'inquiétude de savoir si ça allait être concurrentiel, si ça allait pas mettre les entreprises, les candidats en difficulté. Bon, aujourd'hui, on a reçu les offres, on a jugé le dossier et on est en phase de notification. Je ne peux pas communiquer sur les entreprises retenues. Pour autant, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a eu autant d'offres que ce qu'on avait l'habitude d'en avoir précédemment. Donc, le fait d'imposer ce label-là, comme même l'a conseillé le guichet vert, ça a été quelque chose qui n'a pas été pénalisant pour notre consultation. Et bien au contraire, parce qu'on a eu des réponses de qualité à notre questionnaire sur le critère développement durable. Donc, je vous ai mis à l'écran les choix qu'on a retenus. On leur a demandé s'ils utilisaient des encres végétales. Et quasiment tous les candidats qui ont répondu utilisent des encres végétales. Ils utilisent également des procédés qu'on appelle CTP. Donc, c'est un procédé technique de développement des plaques qui génèrent aujourd'hui dans les nouvelles approches moins de déchets et qui utilisent moins de liquides dangereux, on dira, pour l'environnement. On a également testé toutes les démarches qu'ils ont pu faire autour du parc machine, autour de l'organisation des livraisons. Et dans les réponses qui ont été apportées, c'est assez intéressant parce qu'on a pu constater qu'il y avait des initiatives intéressantes qui étaient proposées par les candidats. Notamment, je vous donne un exemple, il y a un des candidats qui récupère l'intégralité de la chaleur produite par les presses et les machines pour chauffer l'intégralité des locaux. Bon, voilà. Globalement, on a eu comme ça, à travers ce questionnaire qui est fait de réponses fermées et ouvertes, des illustrations très intéressantes. Donc, pour finir ce témoignage, moi personnellement, je sollicite très régulièrement le guichet vert. Souvent, je m'en excuse assez en retard dans l'évolution de ma consultation et j'ai en général toujours une réponse assez élaborée qui me permet de conforter les éléments. Moi, je pense que c'est vraiment fondamental de faire vivre ce guichet, même si les réponses, ce n'est pas toujours un cas d'étude très précis qui vient me conforter sur mon organisation et mes choix à la ville de Blagnac. En tous les cas, ça me permet de partager de l'info, d'en recueillir, de voir ce qui se pratique ailleurs. Et dans mes fonctions, c'est quand même assez rassurant et encourageant. Et surtout, ça nous permet d'aider les services dans leur réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce témoignage de ce marché vertueux et l'importance d'intégrer des considérations de développement durable dans les marchés. Je vais passer la parole maintenant pour un autre témoignage sur le centre hospitalier de Cornouailles-Quimper-Concarneau. Madame Muette. Bonjour à tous. Oui, ce sera une présentation à deux voix. Je vais commencer et puis il y aura Joël Landuré qui est le responsable des systèmes d'information du centre hospitalier qui prendra la suite. Pour ma part, je suis Pauline Huette et donc je suis en charge de coordonner la démarche hôpital durable et éco-responsable du centre hospitalier de Cornouailles, donc qui est l'établissement support du tout le groupement hospitalier du Finistère Sud, donc Quimper et Concarneau. C'est 3200 professionnels et puis plus de 1200 lits et places pour les patients. Donc, pas un CHU, mais un CH quand même de taille moyenne. Et on essaye d'être un hôpital vert. L'hôpital était notamment la semaine dernière aux couleurs du développement durable pour la semaine du développement durable. Et voilà, on a structuré une démarche qui nous permet d'engager des actions sur l'ensemble des postes d'émissions et d'impact environnemental sur les filières de tri des déchets, économie d'eau, d'énergie, les mobilités durables. Et donc, dans le cadre de cette démarche, on a un volet d'action qui est dédié au numérique.
Voilà, parce que le numérique en santé a un impact environnemental voilà, qui est de l'ordre de 4%. Donc dans le secteur de la santé, ce sont des données du Shift Project. À l'échelle du CH de Cornouailles, on a fait une petite évaluation de quels étaient les impacts du numérique de notre système hospitalier dans l'empreinte carbone globale de nos activités de soins et hors soins. Donc ça, à l'aide d'un outil de l'Agence du numérique en santé, et ça nous a permis d'évaluer qu'en moyenne, notre système d'information émettait 500 tonnes de CO2 équivalent par an, avec l'équivalent par patient, 15 kg de CO2 équivalent par an par patient. Donc voilà, on voit qu'on a un impact qui est non négligeable juste sur les activités du système d'information à l'échelle d'un hôpital. Donc je laisse la parole à Joël pour vous expliquer plus en détail le type d'action qu'on peut mettre en place et puis un exemple de projet du coup dans le cadre duquel on a sollicité Réseco. Oui, bonjour. Donc Joël Enduré, je suis le directeur technique des systèmes d'information du groupement hospitalier. À la différence de beaucoup d'entreprises, un hôpital, ça tourne jour et nuit. Et donc on a des équipements, y compris nos postes de travail. Au bout de 5 ans, ils ont tourné presque plus de 10 ans dans notre secteur, quoi, en équivalent. Donc, une difficulté pour faire du réemploi, etc. Alors, de notre côté, donc en tant que, on va dire, technicien, service technique, informatique, l'approche verte, je veux dire qu'il y a 1 an, 2 ans, on l'avait pas réellement. Donc, grâce à Pauline, on a dans nos projets, on a commencé à travailler sur plusieurs thématiques. La première chose, ça a été de comprendre ce dont on parlait, ce qui était, c'est la première, quelle était l'empreinte environnementale de nos activités. Donc, ce qui a commencé à sensibiliser. On a ensuite commencé à sensibiliser les managers, dont moi-même. Alors, la première fois que j'ai participé à un webinaire, d'ailleurs, sur ces thématiques, j'ai été extrêmement surpris et de toutes les idées préconçues que j'avais. Donc, ensuite, on a commencé à travailler avec les équipes sur ces thématiques-là pour réfléchir à comment prendre en compte dans nos projets techniques, mise en place de serveurs, de machines, sachant que voilà, nous, c'est un parc de 3500 ordinateurs, grosso modo. Donc, il y a comment prendre en compte tous ces critères environnementaux là-dedans. Et on s'est vite aussi aperçu que pour avancer, il nous fallait impliquer nos fournisseurs, nos prestataires et nos partenaires. Voilà. Donc, on a un projet assez important de mutualisation du socle technique. Donc, c'est un gros projet. En termes de volume financier, c'est un projet qui est évalué à 3 millions d'euros. On a à peu près un peu moins de 2 ans et demi, 3 ans pour le dérouler. Et initialement, on a démarré ce projet sans se poser la question environnementale. Donc, avec juste une approche technique. Et donc, comme je le précisais, Pauline a démarré le projet de manière globale sur l'établissement et sur le système d'information. Elle s'est rapprochée de nous et on a commencé à réfléchir comment on pourrait faire les choses différentes. Ce projet-là, de manière assez synthétique, l'idée c'est on a 7 salles serveurs. Aujourd'hui, l'idée c'est de les ramener à 2, voire à 3. Donc, pour couvrir l'ensemble des sites. Donc, évidemment, on voit assez simplement que de passer de 7 salles à 3 salles, voire 2 salles, et on va avoir consommé moins d'énergie, on va utiliser moins de locaux, etc. Et surtout, on va peut-être pouvoir avoir des locaux moins énergivores et plus adaptés. Donc, ce projet, ouais, allez-y. Pardon. Excusez-moi, c'est à cette période de maturation de votre projet que vous avez fait appel au guichet vert. C'était, sauf erreur de ma part, en tout début d'année, avec effectivement cet objectif d'intégrer des critères environnementaux dans ce projet de mutualisation, création de 3 salles serveurs. Et la réponse qui vous a été apportée va suivre. Donc, à travers les échanges qu'on a pu avoir avec le guichet vert, on s'est aperçu qu'il fallait traiter ce sujet du début, dès la phase de choix, et le traiter jusqu'à la fin de vie, sur la partie bâtiment. Donc aujourd'hui, dans ce projet de salle, on a déjà une salle existante qui est plus ou moins, on va dire, plutôt conforme, mais on doit en créer une nouvelle. Et donc, dans cette nouvelle salle, on va justement intégrer
toutes les recommandations qu'on peut trouver en termes de conception sur les matériaux biosourcés, le réemploi de bâtiments, avoir une architecture optimisée, etc. Comment réutiliser l'énergie dégagée par le serveur, etc. On va aussi travailler sur la partie équipement, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit bien que les équipementiers dans le domaine informatique, en tout cas sur les salles serveurs, commencent à travailler sur des solutions moins énergivores. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans des salles serveurs, mais une salle serveur, si elle est climatisée autour de 19-20 degrés, si on coupe la climatisation, elle monte à 60 degrés en l'espace en moins d'une heure. Donc, ça donne une idée de la consommation électrique des équipements et de la capacité à réemployer certainement cette chaleur pour faire autre chose. Donc, c'est tous ces critères-là que l'on va intégrer dans nos cahiers des charges. Donc, de la même manière, c'est dont je parlais, hein, comment réutiliser cette chaleur résiduelle dans l'utilisation, les équipements. Alors, on a des recommandations, faire de l'arrêt, de la veille. Dans un hôpital, c'est assez complexe, étant donné que l'hôpital fonctionne en 24/7 et que les serveurs, typiquement, ils pilotent les équipements d'imagerie, scanner, IRM. Et on ne peut pas les arrêter à 18 h et les redémarrer le lendemain. Mais malgré tout, il faut qu'on ait malgré tout une réflexion et une approche pour prendre en compte certains critères. Et de la même manière, on doit avoir intégré la fin de vie. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ça a été un peu expliqué. Il y a des décrets qui tombent pour le réemploi. De la même manière, aujourd'hui, sur la fin de vie, on a commencé à travailler avec des industriels pour pouvoir garder des équipements en salle plus longtemps. Aujourd'hui, c'est souvent 5 ans. 5 ans parce qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus de garantie constructeur, il n'y a plus de maintenance, etc. Et donc aujourd'hui, dans nos cahiers des charges, on souhaite mettre des clauses qui nous permettent de monter certains équipements serveurs ou réseaux sur des durées de 7 ans, 8 ans, voire 10 ans. Et on verra comment ils répondent. Et évidemment, les déchets, on les recycle là de manière assez classique et on essaie aussi de faire des dons de temps en temps. Super, merci beaucoup pour ce témoignage du CH de Quimper avec Madame Huette et Monsieur Landure. Patricia, je te redonne la main pour les guides, les ressources. Quelques exemples qui sont bien évidemment loin d'être exhaustifs. Le segment du numérique a l'avantage d'avoir une multitude de documents et de supports. On a essayé de cibler les plus importants ou les plus éclairants pour vous. Vous avez le guide pratique numérique responsable de l'État, le guide des achats numériques responsables de la Minumeco, donc disponible tout ça. Les liens sont actifs et vous pourrez les télécharger lorsqu'on vous adressera le support de présentation. Le guide d'éco-conception des services numériques des designers éthiques. L'indice de réparabilité qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises sur ce webinaire, le livre blanc des indicateurs performance énergétique et environnementale des data centers, et enfin la riche bibliothèque de l'ADEME avec entre autres les clés pour agir sur le numérique responsable. Je vous le redis, rien n'est exhaustif. Je pense que nous aurions pu rajouter 5 ou 6 slides supplémentaires, mais l'objectif c'est de vous offrir un premier niveau d'information qui correspond au premier niveau de conseil du guichet vert. Merci Patricia. On va répondre aux quelques questions. Alors, on est un peu juste niveau timing. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout. Donc, oui, effectivement, la réponse au guichet vert, on est à une semaine généralement. Alors, parfois, on a besoin de vous rappeler ou redemander une précision pour la question. Donc, le temps qu'on ait la précision et qu'on vous réponde, mais on est sur une semaine de délai pour répondre. Après, il y avait une question sur les matériaux principaux en matière recyclée. Que RICO, il y aurait un REX, que RICO ferait des copieurs en farine de maïs. Sandrine, il me semble pas qu'il y avait des éléments intégrés sur ces éléments-là. Mais par contre, dans le mémoire, tu as eu quelques informations sur des initiatives en fonction des fournisseurs, c'est bien cela?
Oui, c'est ça, sur les, comme on avait laissé des questions ouvertes sur le parc matériel, bon, et qui sont tous labellisés Imprime Vert pour le coup, il y a quand même, certains étant aussi très engagés sur ces réflexions environnementales, ils ont affiché un certain nombre de choses, hein. Ils ont du parc matériel, notamment qui est estampillé EPIT, et que ça correspond aux recommandations. Ils récupèrent, alors encore une fois, toute la chaleur pour leur fonctionnement. Ils ont des fonctionnements en LED. Par contre, ils ne sont pas allés jusque-là. Jusqu'à cet exemple que vous présentez. Pour le coup, moi, Rico, je ne les ai pas eus dans ma réponse. Là, ce qu'on veut quand même, c'est la prestation. On n'achète pas des imprimantes, là, c'est de la prestation d'impression. Donc, effectivement, voilà. Je ne sais pas si Rico est sur ce secteur-là, pour le coup. Exactement. Non, mais par contre, c'est une information intéressante de voir que des fois, quand on demande des considérations, qu'on se laisse un peu ouvert à ce qu'ils proposent, de voir des initiatives d'un fournisseur, c'est toujours très intéressant. Il y a quelqu'un qui cite à juste titre l'Institut du numérique responsable. Effectivement, hein, c'est un site qu'on consulte régulièrement aussi pour pouvoir aborder ces questions. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Pour les questions, on va s'arrêter là parce qu'on est vraiment trop juste en timing. En revanche, je vous invite tous à vous rapprocher de vos réseaux régionaux sur le guichet vert pour aller poser des questions. Encore une fois, le replay sera accessible, vous l'aurez, vous aurez accès au guide ressources, mais en tout cas, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va basculer sur les événements à venir des différents réseaux, un petit agenda, je fais rapidement. Il y a un webinaire sur les matériaux biosourcés de la commande publique avec Reseco la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a 3AR qui fait une commande publique face aux évolutions réglementaires. Aussi, Maximilien avec un atelier, Maximilien Île-de-France, atelier intégré, la cyclologistique dans la commande publique. Le réseau aura parcours national. Ah oui, c'est l'étape lyonnaise du parcours national des achats responsables. Si vous êtes de cette région, je vous invite vraiment à y aller. L'Agence de la biodiversité en PACA fait une sensibilisation sur les achats publics durables avec la présentation du guichet vert. Voilà rapidement les agendas le plus proche, mais encore une fois, rapprochez-vous de votre réseau pour voir ce qui vient rapidement. Et puis, on communique aussi sur les réseaux sociaux des différents événements des réseaux en interréseau. Il me reste à vous demander un petit questionnaire satisfaction, comme souvent il est bien fait. Donc, donnez-nous votre avis. Ça nous permet de faire évoluer ce format, de voir aussi vos besoins, vos attentes. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Je vous remercie vivement pour votre présence. On est fort nombreux aujourd'hui. On a atteint les plus de 110 personnes à un moment donné. Donc, merci beaucoup pour votre présence et vos soutiens dans ces réseaux et surtout continuez à utiliser le guichet vert. Vous voyez que ça peut vous permettre de faire des marchés plus vertueux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a les contacts de Resoc et de Reseco puisque nous avons animé ce webinaire. Mais bien sûr que si vous êtes sur d'autres régions, nous vous mettrons en relation auprès des interlocuteurs de votre région. Merci à tous. Merci à vous. Et merci à nos témoignages de Quimper et de Blagnac. Merci beaucoup, beaucoup.